Parmi les interventions d'aujourd'hui, donc on a pu entendre les paroles de patientes et de psychanalysantes convoquant cette fameuse envie du pénis, ou pénis-night, décrit par Freud pour la première fois en 1908. En étudiant aujourd'hui cette idée que le complexe de castration féminin fait état de cette envie du pénis, il y avait là de quoi raviver de vieilles polémiques qui datent d'il y a plusieurs décennies. Avec ces questions, même si on y a un peu répondu, est-ce qu'articuler une théorie de la castration féminine autour de l'organe mâle fait de Freud le complice d'un système patriarcal, ou est-il coupable de pérenniser une vision de la femme qui ne pourrait être définie uniquement comme n'ayant pas l'organe en question? Cette envie du pénis a-t-elle quelque chose d'universel auquel aucun être féminin ne pourrait échapper? Enfin, n'y a-t-il véritablement aucune représentation de l'organe sexuel féminin dans l'inconscient? Au-devant de ces interrogations, il convient de garder à l'esprit que le problème le plus encombrant que rencontre la psychanalyse, ce ne sont pas ses détracteurs, qui au contraire peuvent nourrir en éclairant ou en infléchissant une jeune théorie qui ne demande qu'à grandir. Non. Là où se situe le nœud, c'est malheureusement du côté de certains analystes, on a pu en parler un petit peu aujourd'hui. Il n'y a qu'à écouter, et c'est justement ce que M. Damarus disait juste avant, comment un certain nombre d'entre eux, justement, jouent au maître en expliquant donc aux législateurs pourquoi est-ce que on pourrait autoriser ou non la PMA, ou pourquoi un enfant ne peut pas être élevé convenablement par des parents homosexuels, comme ce fut le cas lors de débats de société il y a environ 7 ans. Et plus récemment encore cette année, lorsqu'à l'occasion de la sortie d'un film, s'attelant à présenter la psychanalyse comme dangereuse, on a pu entendre des analystes énoncer face caméra des aphorismes lacaniens et se trouver incapables de développer leur pensée après insistance de la réalisatrice qui cherchait à en savoir un peu plus. C'est comme ça et puis c'est tout. Embrasser cette position de turiféraire qui consiste à s'inscrire dans la lignée de tel ou tel psychanalyste, sans pouvoir s'en affranchir, revient à ériger en dogme la discipline, une position mortifère, non seulement pour la psychanalyse, mais aussi pour le psychanalyste qui porte cette parole-là, puisque cette position n'invite pas à la souplesse qu'exige une pratique clinique bien vivante. C'est d'ailleurs un des arguments pertinents qu'a pu proposer Michel Onfray dans son livre « Le crépuscule d'une idole ». Dans la perspective soutenue par la psychanalyse, et d'ailleurs comme dans toute théorie, lorsqu'un concept ou une technique n'est pas opérant, il convient de l'abandonner ou de le remanier sans plus tarder. C'est pourquoi citer les travaux de Freud ou de Lacan comme s'il s'agissait de croyances n'est pas faire science. Et il convient de faire preuve de prudence, par exemple lorsque l'on affirme avec force que le sexe féminin n'a pas de représentation dans l'inconscient. Freud et Lacan n'ont jamais eu prétention à créer un système constant et sans contradiction. Au contraire, ils ont laissé apparaître volontairement et involontairement, au fil de leur œuvre, de nombreuses zones d'ombre qui invitent leurs successeurs à la recherche et à une construction autre. Les critiques énoncées à l'égard de la psychanalyse et de Freud dans le préambule, qui se trouvent facilement sur Internet et dans toute une littérature plus ou moins consistante, et parfois sérieuse et argumentée, se heurtent à un premier problème une fois que l'on part de l'idée que le discours psychanalytique n'a pas vocation à proposer un modèle, une vérité ou une norme, comme le propose par exemple le discours médical. La question de ce glissement de la psychanalyse vers le médical était déjà d'actualité du temps de Freud, idée contre laquelle il s'est battu tout au long de son œuvre à plusieurs endroits. Pour autant, la psychanalyse ne peut pas prétendre à faire science sans construire des concepts qui viennent rendre compte et mettre en lumière le travail accompli, tout en permettant d'affiner la technique. Toute la difficulté et l'intérêt du discours psychanalytique, c'est justement d'être à l'écoute de l'intimité de l'être, une écoute disposée à accueillir les inévitables soubresauts théoriques provoqués par des paroles associées librement et possiblement jamais entendues jusqu'à présent. Cette disposition particulière à l'écoute, couplée à la rigueur, à la technique et à l'humilité, sont indispensables pour faire science, dans un domaine où l'on ne peut pas avancer comme dans une science expérimentale comme la pharmacologie, où la comparaison et la statistique sont de rigueur. Le deuxième problème auquel se heurte nombre de critiques adressées à la psychanalyse, c'est que ces critiques tentent à se méprendre sur la nature du combat entrepris par la psychanalyse.
Les considérations d'ordre sociologique qu'a pu établir Freud n'ont pas vocation à entretenir un système, mais à le décrire, à l'analyser, et ce dans un but bien précis, continuer à construire et à nourrir une théorie qui est elle-même articulée à une pratique clinique qui vise à permettre, comme on l'a dit de différentes manières aujourd'hui, à être bien avec soi-même, pouvoir aimer, travailler, construire sa vie, paisiblement, de manière possible. S'il y a une scène où le combat psychanalytique a bien lieu, c'est sur le divan. Quiconque a pu faire l'expérience de la psychanalyse en tant que psychanalysant vous le dira, et comme le disait ce matin Monsieur Le Gouy, ici pas de long fleuve tranquille sur le divan. L'objet social ne fait donc pas partie du champ opératoire délimité par Freud, même s'il s'est parfois avancé à certains commentaires, comme dans sa conférence tenue sur la féminité en 1932. Je vous en cite un extrait parce que c'est quand même intéressant à la lumière de certaines critiques. Donc, ce faisant, il nous faut prendre garde de ne pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui acculent également la femme à des situations passives. La répression de son agressivité, constitutionnellement prescrite et socialement imposée à la femme, favorise le développement de fortes motions masochistes qui parviennent à lier érotiquement les tendances destructrices tournées vers le dedans. Fin de la citation. Le discours de l'intime, de l'inconscient, est par essence subversif et ne peut que difficilement être porté en place publique sans faire l'économie de réactions d'opposition de toutes sortes, mais tout à fait compréhensible. Il y a fort à parier que ce sont ces mêmes mécanismes de censure qui, chez les êtres, veillent à maintenir à l'écart de la vie psychique consciente tout ce qui relève de la vie inconsciente et du désir. C'est ainsi fait, structurellement, l'être ne veut rien savoir sur sa division et sur son manque, comme vient de nous l'illustrer Sarah Buggen dans la dernière intervention. Mais ce savoir dont il est question, ce n'est pas celui d'un secret ancestral accessible aux initiés, comme c'est le cas chez les scientologues, par exemple. C'est un savoir sur soi-même, qui, une fois révélé, invite au renoncement, et donc à la castration symbolique. Je dis invite justement pour appuyer que c'est à l'être que revient ce choix. Un choix qui amène à prendre soin de soi-même et des autres, mais pas seulement. Il me semble qu'il s'agit aussi de cela lorsqu'il est question de ces préoccupations bien contemporaines à propos de la planète sur laquelle nous vivons. La castration symbolique, c'est la reconnaissance et l'acceptation de certaines limites, en apprenant par exemple à jouir bien. Et ces dernières semaines, la jeunesse marche dans les rues à travers le monde pour justement demander cette limite, puisque les conséquences directes d'une jouissance instituée et sans borne mettent d'ores et déjà en péril la terre qui nous accueille, et par conséquent, accessoirement, notre existence. Quoique un peu sauvage, cette lecture du problème permet en tout cas de fournir une illustration grandeur nature des ravages engendrés par le refus de la castration symbolique. Nous pouvons également trouver une lecture du problème soulevé par la castration symbolique dans le mythe de Dédale et Icare, dans le récit d'Ovide. Donc ça conclut la boucle de ce matin avec l'ouverture de Norachili. Dédale met en garde son fils avant leur fuite dans les airs. Ne pas voler trop près de la mer pour ne pas alourdir les plumes, ni trop près du soleil pour ne pas les brûler. Ces recommandations visent à conserver intactes les ailes qui leur permettent de s'échapper du labyrinthe. Très vite, grisé par son envol, Icare se rapproche du soleil et chute vers sa mort, noyé dans la mer, qui sera par la suite nommé après lui. C'est donc à n'avoir pas su modérer son envie qu'il vient à périr. Néanmoins, Icare était un enfant, ou pour le moins un très jeune homme. Ce qui n'apparaît pas explicitement dans l'œuvre d'Ovide, c'est l'indifférence et la négligence de son père Dédale, parti devant, et qui n'a pas su veiller sur son fils. Protéger son fils, veiller sur son fils. Par le passé, Dédale avait tué son neveu, Talos, ne supportant pas ce rival en puissance, qui eût pu un jour surpasser ses compétences dans son domaine. Dans cette perspective, le mythe d'Ovide nous permet d'entrevoir en quoi la castration symbolique du parent est importante pour le devenir de l'enfant, comme nous l'a rappelé Étienne Sourouille. Et c'est avec cette idée que nous travaillons au quotidien, en invitant les parents des enfants en souffrance à nous rendre visite lorsque cela est possible.